Crime et châtiment par Féodor Dostoïevski. Partie 10 du livre audio. Chapitre 3 de la partie 3 du roman. « Il est guéri ! Guéri !» cria gaiement Zosimov, comme ils entraient. Zosimov était arrivé 10 minutes plus tôt, et il occupait sa place d'hier, dans le coin. Raskolnikov occupait le coin opposé, tout habillé et même soigneusement lavé et peigné, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un certain temps. La chambre fut tout de suite pleine, mais Nastasia réussit quand même à se glisser à la suite des visiteurs, et elle se mit à écouter. De toute évidence, Raskolnikov était mieux portant, surtout en comparaison de son état d'hier. Il était seulement très pâle, distrait et sombre. Il avait l'aspect d'un blessé ou d'un homme qui venait de souffrir physiquement. Il fronçait les sourcils, ses lèvres étaient pincées et ses yeux enflammés. Il restait silencieux et ne parlait que de mauvaise grâce, comme par devoir et contre son gré. Quelque inquiétude perçait parfois dans ses mouvements. Il ne lui manquait qu'un pansement sur le bras pour qu'il ressemblât entièrement à un homme qui aurait été blessé. Cependant, ce visage pâle et sombre s'éclaira un moment lorsque la mère et la sœur pénétrèrent dans la chambre, mais cela ne fit qu'ajouter à sa physionomie l'expression d'une souffrance plus concentrée. Zosimov, qui observait son patient et qui l'avait déjà étudié avec tout l'enthousiasme d'un jeune praticien, remarqua en lui, à l'arrivée de ses proches, non pas de la joie, mais comme une détermination péniblement dissimulée de supporter 1 heure ou 2 une torture à laquelle il lui était impossible d'échapper. Il observa par après que chaque mot de la conversation qui suivit lui fit l'effet d'un couteau retourné dans une plaie. Mais, en même temps, il admira l'empire qu'il sut garder sur lui-même. Le monomane d'hier, que la moindre parole mettait hors de lui, semblait avoir repris son sang-froid. « Oui, je vois moi-même, maintenant que je vais mieux, » dit Raskolnikov en embrassant gentiment sa mère et sa sœur, ce qui fit immédiatement s'épanouir d'aise le visage de Pulcheria Alexandrovna. « Et je ne vais pas mieux comme hier, » continua Raskolnikov à Razumikine, tout en lui serrant amicalement la main. « Il m'a beaucoup étonné aujourd'hui, » commença Zosimov, tout heureux de l'arrivée des visiteurs, car, au bout de 10 minutes d'entretien, la conversation avec son malade avait commencé à languir. « Dans 3 ou 4 jours, s'il n'y a pas de changement, tout redeviendra comme avant, c'est-à-dire comme il y a 1 mois ou 2, ou peut-être 3, car il y a déjà longtemps que cette maladie se préparait. Avouez maintenant que c'était bien de votre faute, » ajouta-t-il avec un sourire circonspect, comme s'il craignait toujours de le mettre en colère. « Bien possible, » répondit sèchement Raskolnikov. « J'affirme cela, » continua Zosimov, qui s'affranchissait, « parce que votre guérison ne dépend actuellement que de vous-même. Maintenant que l'on peut vous parler, je voudrais vous persuader de ceci. Il est indispensable de supprimer les causes initiales, c'est-à-dire fondamentales, qui ont déterminé votre état morbide. Dans ce cas, vous guérirez, sinon, cela peut empirer. Je ne connais pas les causes initiales, mais elles doivent être connues de vous. Vous êtes intelligent et, évidemment, vous vous êtes déjà observé. Il me semble que votre maladie a débuté plus ou moins au moment de votre départ de l'université. Vous ne pouvez pas rester inactif. Par conséquent, un travail et un but bien déterminés peuvent être utiles pour votre santé. Oui, vous avez absolument raison. Je vais vite me réinscrire à l'université, et alors tout ira tout seul. » Zosimov, qui prodiguait ses conseils, en partie pour faire effet sur les dames, fut évidemment quelque peu embarrassé lorsque, ayant terminé son discours, il jeta un coup d'œil à son auditoire et vit une indiscutable raillerie sur le visage de Raskolnikov. Du reste, cela ne dura qu'1 seconde. Pulcheria Alexandrovna se mit tout de suite à remercier Zosimov, surtout pour la visite qu'il leur avait rendue à l'hôtel cette nuit. « Comment ? Il vous a rendu visite la nuit ?» demanda Raskolnikov, un peu inquiet,
eût-on dit. Vous ne vous êtes donc pas reposée après le voyage ? Mais, Rodia, tout cela s'est passé avant 2 heures. Moi et Dounia, nous ne nous couchions jamais avant 7 heures à la maison. Je ne sais pas moi-même comment le remercier, continua Raskolnikov, qui se rembrunit soudain et baissa la tête. Sans faire mention des honoraires. Excusez-moi d'en parler, dit-il en se tournant vers Zosimov. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai mérité vos attentions. Vraiment, je ne le comprends pas. Et cela m'est pénible parce que c'est incompréhensible. Je vous le dis franchement. Ne vous fâchez donc pas, dit Zosimov en riant. Supposez que vous êtes mon premier malade et, vous savez, nous, les débutants, nous aimons nos premiers malades comme s'ils étaient nos propres enfants et certains en deviennent simplement amoureux. Et puis, moi, je ne suis pas riche en clients. Et je ne parle pas de lui, ajouta Raskolnikov, montrant Razumikine. Des rebuffades et des ennuis, c'est tout ce qu'il a reçu de moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es d'humeur sentimentale aujourd'hui, ou quoi ? Cria Razumikine. S'il avait été plus sagace, il aurait vu qu'il n'y avait là aucune trace d'humeur sentimentale, bien au contraire. Mais Avdotia Romanovna l'avait remarqué. Elle examinait son frère avec attention et inquiétude. « J'ose à peine parler de vous, maman, » continua-t-il, comme s'il récitait une leçon bien apprise. « J'ai compris aujourd'hui combien vous avez souffert en m'attendant ici. » Ayant dit cela, il tendit tout à coup, silencieusement, la main à sa sœur. Un sentiment vrai, sincère, apparut cette fois dans son sourire. Dounia saisit tout de suite sa main et la serra ardemment, toute heureuse et reconnaissante. C'était la première fois qu'ils reprenaient contact après la brouille d'hier. Une grande joie se peignit sur la figure de la mère à la vue de cette réconciliation définitive et silencieuse du frère et de la sœur. « C'est pour ça que je l'aime », chuchota Razumikine, qui exagérait toujours tout, en pivotant vivement sur sa chaise. « Il a de ces mouvements !»« Comme il sait faire cela, » pensa la mère. « Comme il a de nobles élans, et comme il a su terminer le malentendu avec simplicité et délicatesse, par ce seul geste de tendre la main. Et un regard amical. Et comme ses yeux sont beaux, et tout son visage. Il est peut-être même plus beau que Dunetchka. Mais quel affreux costume, mon Dieu, et comme il est mal habillé. Vassia, le garçon de course de la boutique d'Afanasi Ivanovitch, est mieux habillé que lui. Je voudrais tant me jeter à son cou, l'embrasser et pleurer, mais j'ai peur. J'ai peur. Quel homme, mon Dieu. Il vient de parler si gentiment. Mais j'ai quand même peur. De quoi ai-je donc peur ? Oh, Rodia, tu ne peux pas savoir, dit-elle soudain, se hâtant de répondre à sa remarque. Combien Dounia et moi, nous avons souffert hier. Je puis le dire, maintenant que tout est fini et que nous sommes tous heureux de nouveau. Imagine-toi, nous accourons ici pour vite t'embrasser, presque directement du train. Et cette femme, mais la voilà. Bonjour Nastasia. Cette femme nous dit de but en blanc que tu as une fièvre violente, que tu viens de t'enfuir dans la rue en proie au délire et que l'on est déjà parti à ta recherche. Tu ne peux croire quel coup ce fut pour nous. Je me suis tout de suite rappelé la fin tragique du lieutenant Potantchikov, qui était un ami de ton père. Tu ne t'en souviens pas, Rodia ? Il sortit également en proie à un accès de fièvre chaude et il tomba dans le puits de la cour. On ne l'en a retiré que le jour suivant. Et nous nous sommes évidemment imaginé bien pis encore. Nous avons voulu partir à la recherche de Piotr Petrovitch pour qu'il nous aide à... car nous étions seuls, toute seule, traîna-t-elle d'une voix pitoyable, et puis elle se tut tout à coup, en se rappelant qu'il était encore assez dangereux de parler de Piotr Petrovitch, malgré le fait que... Nous sommes tous parfaitement heureux de nouveau. Oui, tout cela est évidemment fâcheux, murmura Raskolnikov en réponse, mais avec un air presque inattentif et si distrait que Dunetchka lui jeta un coup d'œil stupéfait. « Que voulais-je dire ?» continua-t-il, essayant de se souvenir. « Oui, je vous prie, maman et toi, Dunetchka,
de ne pas croire que je ne voulais pas aller chez vous le premier et que j'attendais que vous veniez d'abord ici. »« Enfin, Rodia !» s'écria Pulcheria Alexandrovna en s'étonnant aussi. « Qu'est-ce donc ? Considère-t-il comme un devoir de nous répondre ? Pensa Dunetchka. Il demande pardon et il se réconcilie comme s'il accomplissait un devoir ou récitait une leçon. Je viens de me réveiller et j'allais me mettre en route, mais l'état de mes vêtements m'a retenu. J'avais oublié de lui dire hier à Anastasia de laver ses taches de sang. Alors me voici à peine prêt maintenant. Des taches de sang ? Quel sang ? Dit Pulcheria Alexandrovna avec émotion. Ne soyez pas inquiète, maman. Je me suis salie parce que hier, quand j'errais et que je délirais un peu, je suis tombée sur un homme écrasé. Un certain fonctionnaire. Tu délirais ? Mais tu te rappelles tout, coupa Razumikine. C'est exact, répondit à cela Raskolnikov avec un empressement particulier. Je me rappelle tout jusqu'à la moindre chose. Mais quand même, pourquoi ai-je fait ceci ou cela ? Pourquoi suis-je allé là ? Et ai-je dit cela ? Je ne pourrais vraiment pas l'expliquer. Ce phénomène n'est que trop connu, intervint Zosimov. L'exécution est œuvre de maître. Parfois vraiment astucieuse, mais le mobile, le point de départ est confus et dépend des impressions morbides. Cela ressemble au rêve. Il est peut-être même excellent qu'ils me prennent pour un fou, se dit Raskolnikov. C'est sans doute ainsi, après tout. Et c'est la même chose pour les personnes bien portantes, remarqua Dunetchka, jetant à Zosimov un regard inquiet. Votre observation est assez pertinente, répliqua celui-ci. Dans un sens, nous agissons tous, fréquemment, presque comme des démons, avec la différence que les malades le sont quelque peu davantage. Mais il est indispensable de faire une distinction entre eux et les gens bien portants. L'homme tout à fait équilibré, harmonieux, n'existe pratiquement pas. Cela est vrai. Sur des dizaines et peut-être sur des centaines de mille, il s'en rencontre un exemplaire, et celui-ci est généralement incomplet. Au mot « dément », qui échappa à Zosimov, emballé sur son thème favori, tout le monde fit la grimace. Raskolnikov restait assis comme s'il n'avait rien entendu, pensif et avec un sourire ambigu sur ses lèvres pâles. Il semblait toujours penser à la même chose. « Alors, que s'est-il passé avec cet écrasé ? Je t'ai coupé la parole, se hâta de dire Razumikine. « Comment ? Dit Raskolnikov, comme s'il venait de s'éveiller. « Oui, eh bien, je me suis sali avec son sang lorsque j'ai aidé ceux qui le transportaient chez lui. Au fait, maman, j'ai fait hier quelque chose d'impardonnable. J'avais vraiment perdu la tête. J'ai remis tout l'argent que vous m'aviez fait parvenir à sa femme pour les funérailles. Elle est veuve maintenant, poitrinaire, une pauvre femme. Elle a 3 petits-enfants affamés. Et il ne possède rien. Et elle a une fille. Vous auriez peut-être fait de même si vous aviez été là. Je n'avais aucun droit à faire cela, je l'avoue, surtout sachant comment vous vous êtes procuré cet argent. Pour aider, il faut en avoir le droit. Sinon, crevez, chien, si vous n'êtes pas content. » Il se mit à rire. « N'est-ce pas, Dounia ?»« Non, » répondit celle-ci avec fermeté. « Tiens, mais tu as de bonnes intentions, » murmura-t-il en la regardant presque avec haine, un sourire railleur sur les lèvres. « J'aurais dû y penser. Eh bien, c'est louable. Tant mieux pour toi. Si tu arrives à une limite que tu ne dépasses pas, tu en seras malheureuse. Et si tu la dépasses, tu en seras plus malheureuse encore. Du reste, tout ça, ce sont des bêtises, » ajouta-t-il nerveusement, dépité de s'être laissé entraîner. « Je voulais simplement vous demander pardon, maman, » conclut-il d'une façon tranchante. « Allons, Rodia, je suis sûre que tout ce que tu fais est parfait, » dit la mère toute heureuse. « N'en soyez pas si sûre, » répondit-il, tordant sa bouche en un sourire. Il y eut un silence. Il y avait quelque chose de tendu dans cette conversation, dans ce silence, dans la réconciliation et même dans le pardon. Tout le monde l'avait senti. « C'est comme s'ils me craignaient tous, »
pensa Raskolnikov en regardant d'en dessous sa mère et sa sœur. Pulcheria Alexandrovna, en effet, semblait perdre courage à mesure que ce silence se prolongeait. « Quand elles n'étaient pas là, je les aimais, pensa-t-il. « Tiens, Rodia, sais-tu que Marfa Petrovna est morte ?» s'exclama soudain Pulcheria Alexandrovna. « Quelle Marfa Petrovna ?»« Oh, mon Dieu, mais Marfa Petrovna, Svidrigaïlovna, je t'ai écrit tant de choses à son sujet. »« Ah, oui, je m'en souviens. Alors, elle est morte. Vraiment ?» Il tressaillait comme s'il se réveillait de nouveau. « Est-ce possible ? Et de quoi ? » « Imagine-toi, elle est morte subitement. » se hâta de raconter Pulcheria Alexandrovna, mise en train par sa question. « Et cela juste au moment où je t'ai envoyé la lettre, le jour même. Imagine-toi que c'est cet affreux homme qui, sans doute, a provoqué sa mort. On dit qu'il a horriblement battu. »« Cela lui était-il déjà arrivé ?» demanda-t-il en s'adressant à Dounia. « Non, au contraire, il avait toujours été patient et poli avec elle. Dans beaucoup de cas, il avait même été trop indulgent pour son caractère, et cela pendant 7 ans. Et tout à coup, il a perdu patience. » « Il n'était donc pas si affreux, puisqu'il s'était contenu pendant 7 ans. »« Je crois que tu le justifies, Dounetchka. »« Non, non, c'est un homme affreux. Je ne sais pas imaginer quelqu'un de plus affreux, » répondit Dounia avec un frisson. Elle fronça les sourcils et devint pensive. « Cela arriva le matin, » se hâta de continuer Pulcheria Alexandrovna. Après quoi, elle a immédiatement ordonné d'atteler pour aller en ville tout de suite après le dîner, car elle allait toujours en ville dans ces cas-là. Elle a dîné de bon appétit. Battue comme elle l'avait été ? Elle avait d'ailleurs toujours eu cette habitude et, après le dîner, pour ne pas se mettre en retard, elle se rendit immédiatement au bain. Tu vois, elle suivait quelques traitements hydrothérapiques. Ils ont une source froide chez eux et elle s'y baignait régulièrement tous les jours et, dès qu'elle entra dans l'eau, elle eut une attaque. « Évidemment, » dit Zosimov. « Et il l'avait fortement battue ?»« Mais c'est égal, » dit Dounia. « En somme, maman, quelle idée de parler de pareilles bêtises !» laissa soudain échapper Raskolnikov avec nervosité. « Oh, mon ami, je ne savais plus de quoi parler, » répondit Pulcheria Alexandrovna. « Mais quoi ? Me craignez-vous tous ?» dit-il avec un sourire oblique. « C'est bien cela, » dit Dounia en regardant son frère sévèrement et bien en face. Maman a même fait des signes de croix en montant l'escalier. Le visage de Raskolnikov se contracta comme s'il avait une convulsion. « Oh, voyons, Dounia, ne te fâche pas, je t'en prie, Rodia. »« Pourquoi as-tu dit cela, Dounia ?» s'exclama Pulcheria Alexandrovna, toute troublée. « En réalité, pendant tout le trajet, j'ai rêvé à notre rencontre, comment nous nous reverrions, comme nous nous raconterions tout, et j'étais si heureuse que je ne me souviens plus de l'ennui du voyage. Mais je suis heureuse maintenant aussi. Tu as eu tort, Dounia. Je suis déjà heureuse parce que je te vois, Rodia. »« Allons, maman, » bredouilla-t-il, confus, sans la regarder ni serrer sa main. « Nous aurons le temps de parler. » Ayant dit cela, il se troubla et pâlit. Une terrible et soudaine sensation glaça son âme. Il comprit clairement qu'il venait de dire un horrible mensonge, que non seulement il ne pourrait plus parler librement avec sa mère, mais qu'il ne pourrait plus parler de quoi que ce soit avec qui que ce fût, ni maintenant, ni plus tard. Cette pénible impression fut si forte que, ne sachant plus ce qu'il faisait, il se leva et voulut sortir de la chambre. « Qu'est-ce que tu as ?» cria Razumikine en le saisissant par le bras. Il s'assit et regarda autour de lui, silencieusement. Tous l'observaient, stupéfaits. « Mais pourquoi donc êtes-vous si triste ?» cria-t-il inopinément. « Dites quelque chose. Pourquoi restez-vous ainsi sans bouger ? Parlez. Parlons donc. Nous voilà réunis et nous nous taisons.
Allons, dites quelque chose. Merci, mon Dieu. J'ai pensé que la crise d'hier le reprenait, dit Pulcheria Alexandrovna en faisant un signe de croix. Qu'est-ce que tu as, Rodia demanda Avdotia Romanovna, défiante. Oh, rien. Je me suis rappelé une futilité, répondit-il en se mettant à rire. Bon, si c'est une futilité, c'est bien, car moi aussi, j'ai cru, murmura Zosimov en se levant du divan. Je dois partir. Je reviendrai, peut-être. Si je vous trouve chez vous. Il prit congé et s'en fut. Quel homme admirable, remarqua Pulcheria Alexandrovna. Oui, admirable, supérieur, cultivé, intelligent, prononça subitement Raskolnikov avec un débit rapide et une animation inattendue. Je ne me rappelle plus où je l'ai rencontré avant d'être malade. Je crois cependant l'avoir rencontré. Celui-ci aussi est un homme généreux, ajouta-t-il en montrant Razumikine de la tête. Est-ce qu'il te plaît, Dounia demanda-t-il soudain, et, Dieu sait pourquoi, il éclata de rire. Énormément, répondit Dounia. En voilà un animal, bredouilla Razumikine, affreusement confus, puis, rougissant, il se leva. Pulcheria Alexandrovna sourit légèrement et Raskolnikov éclata de rire bruyamment. « Mais où pars-tu »« Je dois également partir. J'ai affaire. »« Tu n'as rien à faire. Reste. » Zosimov est parti. Alors tu veux partir aussi. Ne t'en vas pas. Quelle heure est-il ? Est-il déjà midi ? Quelle ravissante montre tu as, Dounia. Mais pourquoi vous êtes-vous tue de nouveau ? C'est moi seule qui parle. C'est Marfa Petrovna qui me l'a offerte, répondit Dounia. Et elle vaut très cher, ajouta Pulcheria Alexandrovna. Ah, et elle est grande. Ce n'est presque plus une montre de dame. J'aime bien les grandes montres. Ce n'est donc pas un cadeau du fiancé, pensa Razumikine. Et il en fut, Dieu sait pourquoi, tout heureux. J'ai pensé que c'était un présent de Lougine, remarqua Raskolnikov. Non, il n'a pas encore fait de cadeau à Donetchka. Ah, vous souvenez-vous, maman, comme j'ai été amoureux et que je voulais me marier, dit-il soudain, regardant sa mère, stupéfaite du ton avec lequel il avait dit cela, et par le tour que prenait la conversation. Oh, mon ami, oui. Pulcheria Alexandrovna jeta un coup d'œil à Dounia et à Razumikine. Oui. Que puis-je vous en raconter ? Je ne me souviens plus de grand-chose. C'était une fille malade, continua-t-il, comme s'il retombait dans sa rêverie, et il baissa la tête. Elle était très maladive. Elle aimait faire l'aumône, et elle rêvait d'entrer au couvent, et un jour qu'elle m'en parlait, elle fondit en larmes. Oui, je m'en souviens très bien même. Un petit laideron. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi je tenais à elle. Peut-être parce qu'elle était toujours malade. Si elle avait été boiteuse ou bossue, je l'aurais sans doute aimée plus encore. Il sourit pensivement. C'était ainsi. Un égarement printanier. Non, ce n'était pas seulement un égarement printanier, dit Donetchka avec animation. Il jeta à sa sœur un regard attentif et aigu, sans paraître comprendre ce qu'elle avait dit, peut-être n'avait-il pas même entendu. Ensuite, il se leva, toujours profondément pensif, s'approcha de sa mère, l'embrassa, retourna à sa place et s'assit. « Tu l'aimes encore, maintenant ?» prononça Pulcheria Alexandrovna, tout émue. « Elle ? À présent ? Oh, mais vous parlez toujours d'elle. Non ? C'est comme si tout cela était de l'autre monde, et si loin. D'ailleurs, tout ce qui se passe autour de moi a l'air de se passer ailleurs. » Il les regarda attentivement. « Ainsi, vous, j'ai l'impression de vous voir à une distance de 1000 lieues. Le diable sait, après tout, pourquoi nous discutons de tout cela. Et pourquoi m'interrogez-vous ? Ajouta-t-il avec dépit. Puis il se tut et se mit à se ronger pensivement les ongles.
Quel triste logement tu as, Rodia. Un vrai cercueil, dit tout à coup Pulcheria Alexandrovna, interrompant le pénible silence. Je suis sûre que tu es devenue neurasthénique en partie à cause de ce réduit. Le logement ? Répondit-il distraitement. Oui, le logement y a fait beaucoup. J'y ai pensé aussi. Si vous saviez, pourtant, quelle bizarre idée vous venez d'exprimer, maman, ajouta-t-il avec un étrange sourire. Encore un peu, et cette société, ces parents qui se revoyaient après une séparation de 3 ans, ce ton familial de la conversation, joint à l'impossibilité totale de parler de quoi que ce soit, lui serait devenu décidément impossible à supporter. Il y avait pourtant une affaire qu'on ne pouvait guère remettre à demain. Il l'avait décidé tout à l'heure, à son réveil. Il fut maintenant content de se servir de cette affaire comme d'une échappatoire. « Voici, Dounia, commença-t-il sérieusement et sèchement. Je te demande évidemment pardon pour ce qui est arrivé hier, mais j'estime de mon devoir de te rappeler que je ne reviens pas sur le fond de la question. Ou moi, ou Lougine. Je suis vile, mais toi, tu ne dois pas l'être. L'un des deux suffit. Si tu acceptes ce mariage, je cesse de te considérer comme étant ma sœur. »« Rodia, mais c'est la même chose qu'hier !» s'exclama Pulcheria Alexandrovna d'une voix amère. « Pourquoi dis-tu que tu es vile ? Je ne puis l'admettre. Et hier aussi… » « Rodia, » répondit Dounia fermement et aussi sèchement que lui. « Dans tout cela, il y a une erreur de ton côté. J'y ai réfléchi la nuit. Et j'ai trouvé cette erreur. Elle provient de ce que tu crois que je veux me sacrifier pour quelqu'un. Je me marie pour moi-même, parce que ma vie actuelle me pèse. Et, plus tard, je serai évidemment heureuse d'être utile à mes parents, mais ce n'est pas la raison primordiale de ma résolution. » « Elle ment, » pensa-t-il en mordant ses ongles de rage. « Elle ne veut pas admettre qu'elle désire me faire du bien. Oh, ces caractères bas ! Ils aiment comme s'ils haïssaient. Oh, je les déteste tous. » « Bref, j'épouse Piotr Petrovitch, » continua Donetchka, « parce que de 2 mots, je choisis le moindre. Je suis décidée à faire honnêtement ce qu'il est en droit d'attendre de moi. Par conséquent, je ne dupe pas. »« Pourquoi as-tu souri ainsi ?» Elle rougit violemment et la colère s'alluma dans ses yeux. « Tu feras tout ?» demanda-t-il avec un sourire venimeux. « Jusqu'à un certain point. La manière et la forme de la demande en mariage de Piotr Petrovitch m'ont montré exactement ce qu'il désire. Il estime peut-être trop hautement sa valeur, mais j'espère qu'il m'apprécie aussi. Pourquoi ris-tu de nouveau ? » « Et pourquoi rougis-tu de nouveau ? Tu mens, Dounia, tu mens intentionnellement. C'est du pur entêtement féminin, uniquement pour rester sur tes positions. Tu ne peux pas avoir de l'estime pour Lougine. Je l'ai vue et je lui ai parlé. Tu te vends donc pour de l'argent et, par conséquent, tu commets de toute façon une bassesse. Je suis heureux que tu puisses encore en rougir. »« C'est faux ! Je n'ai pas menti !» s'écria Donetchka, perdant tout contrôle sur elle-même. « Je ne l'épouserai pas si je n'étais pas sûre qu'il ne m'apprécie et qu'il tient à moi. Je ne l'aurais pas épousé sans être fermement convaincue que je peux l'estimer, moi aussi. Et un mariage pareil n'est pas une bassesse, comme tu le dis. Et si c'était vrai, si j'avais réellement l'intention de faire une bassesse, ne serait-ce pas cruel de ta part de m'en parler ainsi ? Pourquoi exiges-tu de moi un héroïsme qu'il te serait peut-être impossible d'avoir toi-même ? C'est du despotisme, c'est un abus de force. Si je perds quelqu'un, ce sera moi seule. Je n'ai encore égorgé personne. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Pourquoi pâlis-tu ? Rodia, qu'est-ce que tu as ? Rodia chérie !»« Mon Dieu, elle a provoqué son évanouissement !» s'exclama Pulcheria Alexandrovna. « Non, ce n'est rien. Des bêtises. Un peu de vertige. Je ne me suis pas du tout évanouie. Vous n'avez que cela en tête. Oui. Que voulais-je donc dire ? Oui. Comment vas-tu t'assurer dès aujourd'hui que je peux l'estimer et qu'il tient à toi, comme tu as dit ? Tu as bien dit que ce sera aujourd'hui. Ou bien ai-je mal entendu ?
Maman, donnez la lettre de Piotr Petrovitch à Rodia, dit Donetchka. D'une main tremblante, Pulcheria Alexandrovna remit la lettre à Raskolnikov. Celui-ci la prit avec une grande curiosité, mais, avant de la déplier, il se tourna, comme étonné, vers Donetchka. « Curieux, prononça-t-il lentement, comme s'il venait d'être frappé par une idée nouvelle. Qu'ai-je donc à m'agiter ? Pourquoi tout ce remue-ménage ? Mais épouse donc qui tu veux !» Il dit cela comme s'il parlait à lui-même, à haute voix, et il resta quelque temps à fixer sa sœur l'air perplexe. Il déplia enfin la lettre, gardant toujours son expression d'intense étonnement. Il se mit ensuite à la lire avec lenteur et attention. Il la parcourut 2 fois. Pulcheria Alexandrovna, surtout, semblait inquiète. Tous, d'ailleurs, pressentaient un éclat. « Cela m'étonne, commença-t-il après quelques réflexions, en rendant la lettre à sa mère, mais ne semblant parler à personne. Il a des affaires au tribunal, il est avocat, sa conversation est choisie. Là, et il écrit comme un illettré. » On remua, on s'attendait à quelque chose de tout autre. « Mais ils écrivent tous ainsi, » remarqua Razumikine. « Tu l'as donc lu, la lettre ?»« Oui. »« Nous la lui avons montrée, Rodia. Nous avons pris son conseil, tout à l'heure, » commença Pulcheria Alexandrovna, toute troublée. Razumikine l'interrompit. « C'est du style juridique, en somme. On écrit encore maintenant les documents juridiques de cette façon-là. »« Juridique ? » ?»« Oui, précisément, un style juridique, un style d'affaires. Ce n'est ni trop illettré, ni vraiment littéraire. Style d'affaires. » Piotr Petrovitch ne cache pas qu'il a payé ses études avec des petits sous, et il se vante même d'avoir fait son chemin lui-même, remarqua Avdotia Romanovna, quelque peu froissée par la manière blessante dont son frère lui parlait. « Eh bien, s'il s'en vante, c'est qu'il y a de quoi. Je ne le contredis pas. Je crois que tu as été choqué de ce que je fasse une aussi frivole remarque à propos de cette lettre, et tu penses que j'ai parlé exprès de vétille pour me gausser de toi par dépit. Mais au contraire, il m'est venu à propos du style une remarque qui n'est nullement superflue en l'occurrence. Il y a là une expression « prenez-vous-en à vous-même » qui est mise clairement en évidence, et à part cela, il y a la menace de s'en aller si je venais. Cette menace de partir, c'est la même chose que la menace de vous abandonner toutes les deux si vous n'êtes pas obéissantes, et de vous abandonner maintenant qu'il vous a fait venir à Pétersbourg. Alors, qu'en penses-tu ? Peut-on être blessé par une telle expression venant de Lougine, comme on le serait si elle venait de lui, par exemple ? Il montra Razumikine. Ou de Zosimov ? Ou bien de quelqu'un de vous ? Non, répondit Donetchka en s'animant. J'ai bien compris que c'est trop naïvement dit et que, sans doute, il ne sait pas très bien s'exprimer, simplement. Tu l'as bien jugé, Rodia. Je ne m'y attendais même pas. Ça est exprimé en style juridique. On ne peut pas dire autrement, si l'on veut employer ce style-là, et cela devient plus grossier, peut-être, qu'il ne l'avait voulu. Du reste, je dois te décevoir quelque peu. Il y a dans cette lettre encore une expression, une calomnie sur mon compte, et elle est assez basse. J'ai donné hier l'argent à la veuve, phthisique et désespérée, non, soi-disant pour l'enterrement, mais bien pour l'enterrement, et non à sa fille, une demoiselle d'une inconduite manifeste, comme il écrit, et que j'ai vue hier pour la première fois, mais précisément à la veuve. Je vois là un désir trop hâtif de me salir à vos yeux et de me fâcher avec vous. C'est exprimé à nouveau en style juridique, c'est-à-dire avec un but trop évident et une hâte fort naïve. C'est un homme intelligent, mais pour agir intelligemment, il ne suffit pas de l'être. Tout cela peint l'homme et je doute qu'il t'estime beaucoup. Je te le dis, afin de te renseigner, car sincèrement, je te veux du bien. » Dunetchka ne répliqua pas. Sa résolution avait déjà été prise tout à l'heure. Elle attendait le soir. « Alors, qu'as-tu décidé, Rodia ?» demanda Pulcheria Alexandrovna, encore plus inquiétée par le ton nouveau, inattendu, le ton d'affaire qu'il avait pris. « Qu'est-ce à dire ? Qu'as-tu décidé ? » « Eh bien,
Piotr Petrovitch écrit en demandant que tu sois absent ce soir et qu'il partira si tu viens. Alors, que feras-tu ? Ceci, évidemment, ce n'est pas à moi de le décider, mais à vous d'abord. Si une telle exigence de Piotr Petrovitch ne vous froisse pas et, ensuite, à Dounia, si elle non plus ne s'en blesse pas. Moi, je ferai ce qui vous plaira, ajouta-t-il brièvement. Dunetchka s'est déjà décidée, et je suis tout à fait d'accord avec elle, se hâta de dire Pulcheria Alexandrovna. J'ai décidé de te demander, Rodia, de te demander avec insistance de ne pas manquer de venir chez nous pour cette entrevue, dit Dounia. Tu viendras ? Oui. Je vous demande aussi d'être chez nous à 8h, s'adressa-t-elle à Razumikine. Maman, j'invite également monsieur. Et c'est très bien, Dunetchka. Eh bien, que ce soit comme vous l'avez décidé, ajouta Pulcheria Alexandrovna. Quant à moi, je suis soulagée. Je n'aime pas mentir et dissimuler. Disons plutôt toute la vérité. Qu'il se fâche s'il le veut, Piotr Petrovitch. Chapitre 4. À cet instant, la porte s'ouvrit doucement et une jeune fille entra timidement dans la chambre. Tout le monde la fixa avec étonnement et curiosité. Raskolnikov ne l'identifia pas du premier coup d'œil. C'était Sofia Semyonovna Marmeladovna. Il ne l'avait encore vue qu'une seule fois, la veille, mais l'instant, les circonstances et son costume étaient tels que sa mémoire gardait l'image d'un tout autre visage. À présent, c'était une jeune fille modestement et même pauvrement vêtue. Ses manières étaient discrètes et polies. Sa figure, très pure, exprimait, eût-on dit, une sorte d'effroi. Elle était coiffée d'un petit chapeau vieux et démodé. Sa robe toute simple avait, de toute évidence, été confectionnée par elle. Sa main tenait pourtant une ombrelle comme le jour précédent. Voyant tout ce monde dans la chambre, elle fut plus que confuse. Et s'affola littéralement, comme aurait pu faire un petit enfant. Elle fit même le mouvement de s'en aller. « Oh, c'est vous » dit Raskolnikov stupéfait, et il se troubla à son tour. Il se souvint que sa mère et sa sœur connaissaient déjà une certaine chose au sujet d'une demoiselle d'une inconduite manifeste. Il venait de se récrier contre la diffamation de Lougine et d'affirmer qu'il n'avait vu cette jeune fille qu'une seule fois, et la voici qui venait elle-même chez lui. Il se rappela aussi qu'il ne s'était nullement élevé contre l'expression d'une inconduite manifeste. Toutes ces pensées passèrent en trombe dans sa tête. Mais après l'avoir examinée plus attentivement, il vit qu'elle était humiliée à ce point qu'il en eut pitié. Lorsqu'elle fit un mouvement pour s'enfuir, il se sentit tout bouleversé. « Je ne vous attendais pas » s'affaira-t-il en l'immobilisant du regard. « Je vous en prie, prenez place. »« C'est sans doute Katerina Ivanovna qui vous a envoyé. Permettez, pas ici. Prenez cette chaise-là, je vous prie. » Razumikine, qui occupait une des 3 chaises de Raskolnikov, tout près de la porte, s'était levé pour laisser entrer la jeune fille. Raskolnikov, qui avait d'abord montré à Sonia la place qu'avait occupée Zosimov sur le divan, se ravisa et lui indiqua la chaise de Razumikine, se rendant compte que le fait de s'asseoir sur le divan était trop familier, car celui-ci lui servait de lit. « Quant à toi, assieds-toi là, dit-il à Razumikine en lui montrant le coin où avait été assis Zosimov. Sonia prit place, tremblant presque de crainte, et regarda timidement les 2 dames. Il était visible qu'elle ne concevait pas elle-même comment elle avait osé s'asseoir à côté d'elle. Ayant fini par se rendre compte de cela, elle s'effraya au point de se lever de nouveau et, totalement confuse, elle s'adressa à Raskolnikov. « Je suis venue pour 1 minute. Pardonnez-moi de venir vous déranger, » commença-t-elle en hésitant. « C'est de la part de Katerina Ivanovna que je viens. Elle ne pouvait envoyer personne d'autre. Katerina Ivanovna m'a dit de vous prier de venir demain au service funèbre, le matin, après l'office, chez elle, à dîner, de lui accorder cet honneur. Elle m'a dit de vous en prier. » Sonia hésita et puis se tut. « Je ferai mon possible pour venir. »« Tout mon possible,
répondit Raskolnikov, qui s'était aussi levé et qui bredouillait comme elle. Mais asseyez-vous, je vous prie, dit-il soudain. Je vous en prie. Mais peut-être êtes-vous pressé ? Faites-moi le plaisir de rester 2 minutes. Et il lui avança un siège. Sonia se rassit et elle jeta de nouveau un regard effaré et craintif aux dames. Puis elle baissa soudain la tête. Le visage pâle de Raskolnikov rougit violemment. Un frisson le parcourut et ses yeux brillèrent. « Maman, dit-il fermement et avec insistance, je vous présente Sofia Semyonovna Marmeladovna, la fille de ce pauvre monsieur Marmeladov qui a été écrasé sous mes yeux par une voiture et dont je vous ai déjà parlé. » Pulcheria Alexandrovna regarda Sonia en clignant des yeux. Malgré tout son embarras, sous le regard insistant et provoquant de Rodia, elle ne put se refuser ce plaisir. Donetchka fixa attentivement et sérieusement le visage de la malheureuse jeune fille et le scruta avec perplexité. Sonia, entendant la présentation, leva les yeux mais les rabaissa immédiatement, plus troublée encore qu'auparavant. « J'aimerais que vous m'appreniez, se hâta de lui demander Raskolnikov, comment tout s'est arrangé chez vous. Avez-vous eu des ennuis ? La police ne vous a pas dérangé ? » ?»« Non, tout s'est bien passé. La cause du décès n'était pas contestable. Ils ne nous ont pas dérangés. Seuls les locataires réclament. »« Pourquoi ? » ?»« À cause du corps qui reste là. Il fait chaud et cela sent. Alors on le transportera pour l'office du soir à la chapelle du cimetière. Au début, Katerina Ivanovna ne voulait pas qu'on l'emporte, mais maintenant, elle voit elle-même qu'il le faut bien. »« Alors, c'est pour aujourd'hui ? » ?»« Elle vous demande de nous faire l'honneur d'assister à l'office demain à l'église et puis de venir dîner chez elle. »« Elle organise un dîner de funérailles ? » ?»« Oui, des hors-d'œuvre. Elle m'a dit de vous remercier beaucoup de nous avoir aidés. Sans vous, elle n'aurait pas eu de quoi payer l'enterrement. » Ses lèvres et son menton commencèrent soudain à trembler. Mais elle se contint, fit un effort et se domina, se hâtant de baisser les yeux. Pendant la conversation, Raskolnikov l'avait attentivement observée. Elle avait un maigre, très maigre petit visage, assez irrégulier, un peu pointu, un nez et un menton fins. On ne pouvait même pas dire qu'elle était jolie, mais en revanche, ses yeux bleus étaient lumineux et, lorsqu'ils s'animaient, l'expression du visage devenait si pleine de bonté et de franchise que l'on se sentait malgré soi attiré vers elle. Son visage et toute sa personne avaient en plus un trait bien particulier. Malgré ses 18 ans, elle semblait être une petite fille, beaucoup plus jeune que son âge, presque une enfant, et ceci apparaissait drôlement dans certains de ses mouvements. « Est-il possible que si peu d'argent ait suffi à Katerina Ivanovna et qu'elle puisse même donner un repas ?» demanda Raskolnikov, soutenant la conversation avec persévérance. « Le cercueil sera tout simple, et tout sera très modeste, alors ce ne sera pas onéreux. Nous avons fait tous les calculs hier, Katerina Ivanovna et moi. Il restera quelque chose pour le repas. Katerina Ivanovna a fort envie que ce soit ainsi. On ne peut vraiment pas... C'est un réconfort pour elle. Elle est ainsi, vous le savez bien. »« Oui, oui, je comprends. Évidemment. Vous regardez mon réduit. Maman dit aussi qu'il ressemble à un cercueil. »« Vous nous avez tout donné hier, » prononça Zonetchka d'une voix étrange, chuchotée et rapide, puis elle baissa encore une fois la tête. Ses lèvres et son menton frémirent à nouveau. Elle avait depuis longtemps été frappée par la pauvreté du logis de Raskolnikov et, maintenant, ces mots avaient jailli d'eux-mêmes. Il y eut un silence. Les yeux de Dunetchka s'adoucirent et Pulcheria Alexandrovna jeta même un regard bienveillant à la jeune fille. « Rodia, fit-elle en se levant, nous dînons ensemble, évidemment. Viens, Dunetchka. Et toi, Rodia, tu devrais aller faire un tour. Ensuite te reposer un peu et après venir chez nous. J'ai peur que nous ne te fatiguions, sinon. »« Oui, oui, j'irai chez vous, » répondit-il en se levant et en s'affairant. « J'ai affaire, d'ailleurs. »« Serait-il possible que vous dîniez séparément ?» s'écria Razumikine stupéfait en regardant Raskolnikov. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Oui, oui, je viendrai, évidemment, évidemment. Reste 1 minute, toi. Vous n'avez pas besoin de lui.
N'est-ce pas, maman? Ou peut-être je vous en prive? Oh non, non. Dmitri Prokofitch, vous viendrez dîner avec nous. Vous nous ferez ce plaisir. Venez, je vous en prie, demanda Dounia. Razumikine s'inclina et son visage s'illumina. Il y eut un moment de gêne. Adieu, Rodia. Ou plutôt, au revoir. Je n'aime pas le mot adieu. Adieu, Nastasia. Oh, j'ai encore répété le mot adieu. Pulcheria Alexandrovna aurait voulu saluer Zonetchka d'une façon ou d'une autre, mais ne sachant comment le faire, elle sortit rapidement de la chambre. Avdotia Romanovna sembla attendre son tour, puis, passant à la suite de sa mère, elle fit à Sonia un salut plein d'attention et de politesse. Zonetchka se troubla, s'inclina hâtivement, sembla quelque peu effrayée, et une expression de souffrance passa sur ses traits, comme si la politesse et l'attention d'Avdotia Romanovna lui avaient été pénibles. « Au revoir, Dounia » lui dit Rodia, alors qu'elle était déjà sur le palier. « Donne-moi donc ta main. »« Je te l'ai déjà donnée. Ne t'en souviens-tu pas ?» répondit-elle gentiment en se retournant vers lui avec maladresse. « Ce n'est rien, donne-la encore une fois. » Et il serra vigoureusement ses doigts menus. Dunetchka lui sourit, rougit, se hâta d'arracher sa main de celle de son frère et s'en alla, toute heureuse, à la suite de sa mère. « Alors, tout est pour le mieux, » dit-il à Sonia, en rentrant dans la chambre et en lui jetant un regard lumineux. « Que les morts reposent en paix, et que les vivants vivent. N'est-ce pas ainsi? C'est ainsi, n'est-ce pas ?» Sonia regardait avec étonnement son visage devenu soudain radieux. Il l'observa attentivement pendant quelques instants. Tout le récit que lui avait fait à son propos son père défunt passa en cette minute dans sa mémoire. « Mon Dieu, Dunetchka » dit Pulcheria Alexandrovna aussitôt qu'elles furent dehors. « Mais voici presque heureuse d'être partie. Je me sens soulagée. Aurais-je pensé, hier, dans le train, que je serais contente de le quitter? Je vous le dis à nouveau, maman, il est encore malade. Ne vous en apercevez-vous pas? Peut-être sa santé a-t-elle été ébranlée parce qu'il s'est tourmenté à notre sujet. Il faut être tolérant, et l'on peut beaucoup, beaucoup lui pardonner. C'est toi qui n'as pas été tolérante, l'interrompit amèrement et avec feu Pulcheria Alexandrovna. Tu sais, Dounia, je vous ai observé. Tu es tellement pareille à lui, pas tant par le visage, mais plutôt par l'âme. Vous êtes tous deux des mélancoliques. Vous êtes tous deux taciturnes et violents, hautains et généreux. Car ce n'est pas possible qu'il soit égoïste, n'est-ce pas, Dunetchka? Dis, et quand je pense à ce qui va se passer chez nous ce soir, j'en frémis. Ne vous tourmentez pas, maman. Ce sera comme cela doit être. Dunetchka, réfléchis seulement. Dans quelle situation pénible nous nous trouvons. Et si Piotr Petrovitch ne voulait plus de ce mariage, prononça tout à coup imprudemment la pauvre Pulcheria Alexandrovna. Il ne vaudrait pas lourd dans ce cas-là, trancha Dunetchka avec dédain. Nous avons eu raison de partir, se hâta de l'interrompre Pulcheria Alexandrovna. Il avait à faire. Qu'il fasse une promenade, qu'il prenne un peu l'air. Il fait tellement étouffant chez lui. Et où y a-t-il de l'air dans cette ville? On se trouve dans la rue comme dans une chambre bien close. Mon Dieu, en voilà une ville. Attention, recule-toi, on va nous écraser. Il porte quelque chose. C'est un piano, n'est-ce pas? Comme on se bouscule, j'ai peur aussi de cette demoiselle. De quelle demoiselle, maman? Mais de cette Sofia Semyonovna qui est venue chez lui. Pourquoi donc? C'est un pressentiment, Dunetchka. Crois-le ou ne le crois pas, dès qu'elle est entrée, j'ai pensé tout de suite que c'est là que réside le principal. Mais il n'y a rien du tout, s'écria Dounia avec dépit. Et qu'avez-vous à faire de tous ces pressentiments? Il ne la connaît que depuis hier, et il ne l'a même pas reconnue lorsqu'elle est entrée. Soit, tu verras. Elle me trouble, tu verras. Je me suis effrayée. Elle me regardait avec des yeux étranges. C'est avec peine que j'ai pu me retenir de me lever, tu te rappelles, lorsqu'il nous l'a présentée. Et cela me surprend.
Tu sais ce que Piotr Petrovitch nous a écrit à son sujet, et voilà qu'il nous la présente. Et surtout à toi. C'est donc qu'il y tient. Peu importe ce qu'a dit Lougine. On a aussi écrit et parlé à notre sujet. Ne vous en souvenez-vous plus? Quant à moi, je suis sûre que c'est une excellente jeune fille. Tout cela n'est que bêtise. Dieu fasse que ce soit ainsi. Et Piotr Petrovitch est un misérable bavard, coupa tout à coup Dunetchka. Pulcheria se fit petite et ne dit plus rien. Le silence s'établit. Écoute, voici ce que j'ai à te dire, dit Raskolnikov en emmenant Razumikine vers la fenêtre. Alors, puis-je dire à Katerina Ivanovna que vous viendrez? Se hâta de dire Sonia, en s'inclinant et en faisant un mouvement pour s'en aller. Un instant, Sofia Semyonovna. Nous n'avons rien à cacher. Vous ne nous dérangez pas. Je voudrais bien vous dire 2 mots encore. Voici. Il s'adressait à Razumikine en coupant sa phrase sans l'avoir achevée. Tu connais ce... Quel est donc son nom? Porfiri Petrovitch. Bien sûr, c'est un parent. Mais qu'y a-t-il? Ajouta-t-il avec une soudaine curiosité. Il instruit maintenant cette affaire. Enfin, l'histoire de l'assassinat. On en a parlé hier. Oui, et alors? Les yeux de Razumikine s'agrandirent. Il a convoqué les dépositaires des gages et moi, j'ai également mis en gage des objets là-bas, des petites choses. Un anneau appartenant à ma sœur, dont elle m'avait fait cadeau en souvenir d'elle lorsque je les ai quittés, et la montre d'argent de mon père. Tout cela ne vaut que 5 ou 6 roubles, mais ces objets sont des souvenirs, et voilà pourquoi ils me sont chers. Alors, que dois-je faire maintenant? Cela m'ennuierait de les perdre, principalement la montre. J'ai eu peur, tout à l'heure, que maman ne veuille la voir, lorsque la conversation en vint à la montre de Dunetchka. C'est le seul objet appartenant à mon père que nous possédions encore. Elle tomberait malade si elle était perdue. Ah, les femmes! Alors dis-moi ce qu'il faut faire. Je n'ignore pas qu'il aurait fallu faire une déclaration à la police. Mais ne serait-il pas mieux d'aller tout droit chez Porphyrie? Qu'en penses-tu? Pour avoir mon gage au plus vite. Tu verras que maman le demandera encore avant le dîner. Pas de déclaration à la police. Il faut aller directement chez Porphyrie, s'écria Razumikine avec une étrange et extraordinaire agitation. Comme je suis content. Et quoi? Allons-y immédiatement, c'est à 2 pas. Nous le trouverons probablement chez lui. Très bien, allons-y. Et il sera très très content de te connaître. Je lui ai souvent parlé de toi. Tiens, pas plus tard qu'hier. Et alors, tu connaissais la vieille? Ah bon? Tout cela s'emboîte très bien. Oh oui, Sofia Ivanovna. Sofia Semyonovna, corrigea Raskolnikov. Sofia Semyonovna, voici mon ami, Razumikine. Et c'est un excellent homme. Si vous devez partir maintenant, commença Sonia, encore plus confuse et n'osant pas regarder Razumikine. Allons, décida Raskolnikov. Je passerai par chez vous dans la journée. Sofia Semyonovna. Dites-moi seulement où vous habitez. Il ne semblait pas qu'il fût troublé. Il avait l'air de se hâter et il évitait de rencontrer son regard. Sonia donna son adresse et rougit. Tous 2 sortirent. « Tu ne fermes pas ?» demanda Razumikine en descendant l'escalier à leur suite. « Jamais. Du reste, voici 2 ans que je veux acheter un cadenas, ajouta-t-il nonchalamment. « Heureux sont les gens qui n'ont rien à enfermer, dit-il à Sonia en riant. Ils s'arrêtèrent sous le porche. « Prenez-vous à droite, Sofia Semyonovna. Au fait, comment avez-vous pu me trouver ?» demanda-t-il, comme s'il avait voulu dire tout autre chose. Il désirait regarder à tout moment ses yeux paisibles et lumineux, mais il ne pouvait y parvenir. « Mais vous avez donné votre adresse à Poletchka. »« Polia ? Ah oui, Poletchka. C'est la petite. C'est votre sœur ? Alors je lui ai donné mon adresse. »« Ne vous en souvenez-vous plus ? » ?»« Oui, je me le rappelle, à présent. »« Mon père m'avait déjà parlé de vous. Mais j'ignorais votre nom. D'ailleurs, lui non plus ne le savait pas. Et quand je suis venue aujourd'hui, j'avais appris votre nom hier. J'ai demandé où habite monsieur Raskolnikov. Je ne savais pas que vous soulouiez aussi.
Au revoir. Je vais chez Katerina Ivanovna. Elle fut très contente de pouvoir s'en aller. Elle partit, la tête baissée, se hâtant pour être plus vite hors de leur vue, pour faire au plus tôt les 20 pas qui la menaient au tournant et être enfin seule afin de pouvoir alors penser, se souvenir, en marchant rapidement, sans regarder personne, sans rien remarquer. Jamais, jamais elle n'avait rien éprouvé de pareil. Tout un monde nouveau, inconnu, avait confusément envahi son âme. Elle se souvint tout à coup de ce que Raskolnikov avait dit, qu'il viendrait lui-même chez elle aujourd'hui, peut-être ce matin encore, peut-être tout de suite. « Oh, pas aujourd'hui, de grâce, pas aujourd'hui, » murmura-t-elle, son cœur se serrant d'effroi, comme si elle se noyait, comme une enfant effrayée. « Mon Dieu, chez moi, dans ce logement, il s'apercevra. Oh, mon Dieu !» Trop absorbée à ce moment, elle n'avait pas remarqué qu'un inconnu l'observait avec attention et la suivait pas à pas. Il l'avait accompagnée dès sa sortie et de chez Raskolnikov. Au moment où Raskolnikov, Razumikine et elle-même s'étaient arrêtés un instant sous le porche. Cet inconnu, en passant à côté d'eux, sursauta soudain en saisissant, par hasard, au vol, les paroles de Sonia. « Et j'ai demandé où habite monsieur Raskolnikov ?» Il scruta rapidement, mais attentivement, les trois interlocuteurs, surtout Raskolnikov, auquel s'adressait Sonia. Ensuite, il regarda la maison et la fixa dans sa mémoire. Tout cela se fit en un instant, en marchant, et l'inconnu, qui essaya de passer inaperçu, alla plus loin en réduisant son pas, comme s'il attendait quelque chose. Il guettait Sonia. Il avait vu qu'il se disait au revoir et pensait que Sonia rentrerait sans doute chez elle. Où est-ce donc ? Chez elle ? J'ai vu cette tête-là quelque part, pensa-t-il, essayant de se souvenir. Il faudra se renseigner. Arrivé au tournant, il passa sur l'autre trottoir, se retourna et vit que Sonia allait dans sa direction sans rien remarquer. Elle tourna dans la même rue que lui. Il la suivit sur le trottoir opposé sans la quitter des yeux. Après une 50aine de pas, il passa sur le trottoir où marchait Sonia et marcha à 5 pas derrière elle. C'était un homme d'une 50aine d'années, de taille plus élevée que la moyenne. Ses épaules étaient larges et trapues, ce qui lui donnait l'air un peu voûté. Il était habillé de vêtements élégants et confortables, et il avait l'air d'un monsieur assez important. Il tenait une jolie canne, dont il heurtait le trottoir à chaque pas. Des gants frais moulaient ses mains, son visage large, à forte mâchoire, était d'aspect agréable, et son teint, assez rose, n'était pas celui d'un Pétersbourgeois. Sa chevelure, très fournie encore et très blonde, était à peine semée de quelques fils d'argent. Sa large barbe carrée était encore plus claire que ses cheveux. Il avait des lèvres bien rouges, des yeux bleu clair à l'expression froide, attentive et pensive. En somme, c'était un homme très bien conservé et paraissant plus jeune que son âge. Lorsque Sonia arriva au canal, ils restèrent seuls sur le trottoir. En l'observant, il avait remarqué qu'elle était pensive et distraite. Arrivée à l'immeuble où elle logeait, Sonia pénétra sous le porche. Il la suivit quelque peu étonnée. Dans la cour, elle tourna à droite, vers le coin où se trouvait l'escalier qui menait chez elle. « Tiens » murmura l'inconnu, et il la suivit. Ici seulement, Sonia le remarqua. Elle monta au second, pénétra dans le couloir et sonna à la porte numéro 9, sur laquelle était marqué, à la craie, « Kapernaumov, tailleur ». « Tiens » répéta l'inconnu, étonné par cette coïncidence bizarre. Et il sonna au numéro 8, à côté. Les deux portes étaient distantes de 6 pas. « Vous habitez chez Kapernaumov » dit-il en regardant Sonia et en riant. « Il m'a transformé un gilet hier. Et moi j'habite ici, à côté, chez madame Gertruda Karlovna Reslich. Quelle coïncidence !» Sonia le regarda avec attention. « Nous sommes des voisins, continua-t-il avec une gaieté particulière. Il n'y a que 2 jours que je suis en ville. Allons, à bientôt. » Sonia ne répondit pas. On lui ouvrit la porte et elle se glissa chez elle. Un sentiment fait de crainte et de honte l'envahit. Razumikine était dans un état de grande excitation en allant chez Porphyrie.
Ça, mon vieux, c'est magnifique, répéta-t-il plusieurs fois. Et j'en suis content. Je suis content. De quoi es-tu donc content? Pensa Raskolnikov. Je ne savais pas que tu avais également des gages chez la vieille. Et était-ce il y a longtemps? C'est-à-dire, y a-t-il longtemps que tu as été chez elle? Quel naïf imbécile! Quand? Raskolnikov s'arrêta, essayant de se rappeler. Mais je crois bien avoir été chez elle 3 jours avant sa mort. Du reste, je ne vais pas dégager les objets maintenant, se hâta-t-il d'ajouter, comme s'il se souciait surtout des objets, car je n'ai plus qu'1 rouble en poche, à cause de ce maudit délire d'hier soir. Il insista sur délire avec conviction. Mais oui, dit Razumikine avec hâte, approuvant Dieu sait quoi. Alors voilà pourquoi tu as été ébranlé, alors. Et, tu sais, tu as parlé de je ne sais quelle bague et de je ne sais quelle chaînette dans ton délire. Mais oui. C'est limpide, tout est limpide maintenant. Voyez un peu cela. C'est ainsi que cette idée avait pris possession d'eux. Cet homme se laisserait crucifier pour moi. Et voilà, il est content que mes paroles à propos des bagues se soient expliquées. Comme ils avaient été frappés par cette idée, quand même. Sera-t-il chez lui? Demanda-t-il. Oui, se hâtait d'assurer Razumikine. C'est un garçon charmant, tu verras. C'est un lourdeau, c'est-à-dire que c'est un homme du monde. Mais j'ai dit ça dans un autre sens. C'est un malin, pas une bête du tout. Seulement, il a une forme d'intelligence un peu spéciale. Il est méfiant, incrédule, cynique. Il aime rouler son monde, c'est-à-dire non rouler, mais mystifier. Et alors, sa méthode est la vieille méthode du fait matériel. Mais il s'y connaît. Il a résolu une affaire l'année passée. Un assassinat, où presque tous les indices manquaient. Il désire fortement faire ta connaissance. Mais pourquoi donc, si fortement? Je veux dire, ce n'est pas que... Tu vois, ces derniers temps, lorsque tu étais malade, il m'est arrivé de parler de toi, souvent et beaucoup. Alors, il écoutait. Et lorsqu'il apprit que tu n'as pu terminer tes études de droit à cause des circonstances, il a dit « Comme c'est dommage ». Alors, j'en ai déduit... Je veux dire, tout cela ensemble, pas seulement en ceci. Hier, Zametov. Tu vois, Rodia, j'ai bavardé hier lorsque, ivre, je te reconduisais chez toi. Alors j'ai peur que tu n'aies mal compris, mon vieux, tu vois. Quoi donc? Que l'on me prend pour un fou? C'est peut-être vrai. Oui, je veux dire, non. Tout ce que j'ai dit, je veux dire. Et à propos d'autre chose aussi, tout cela n'était que bêtises et racontars d'ivrogne. Qu'as-tu donc à t'excuser? J'en ai assez de tout cela, cria Raskolnikov d'un air exagérément irrité, qui, du reste, était partiellement simulé. Je sais, je comprends. Sois certain que je comprends. Je suis même honteux d'en parler. Si tu es honteux, n'en parle pas. Ils se turent. Razumikine était plus que transporté de joie et Raskolnikov le sentait avec dégoût. Ce que Razumikine avait dit au sujet de Porphyrie l'inquiétait également. Ce renard veut aussi prêcher aux poules, pensa-t-il en pâlissant et le cœur battant un peu plus vite. Et il veut se faire passer pour une poule. Il serait plus naturel qu'il reste renard. Se forcer à ne pas prêcher? Non. Dès que l'on se force, on n'est plus naturel. Allons, on verra bien. Tout de suite, si cela ira mal ou bien. Pourquoi y vais-je? Le papillon vole de lui-même à la flamme. Mon cœur bat. Voilà qui n'est pas bon. C'est cet immeuble gris, fit Razumikine. Le plus important à savoir, c'est... Porphyrie sait-il ou ne sait-il pas que j'ai été hier dans l'appartement de cette sorcière? Et que j'ai posé des questions à propos du sang? Je dois immédiatement chercher à savoir cela, dès mon entrée. Chercher à le savoir à son expression, sinon, je dois le savoir à tout prix. Tu sais quoi? Dit-il soudain à Razumikine avec un sourire railleur. J'ai constaté que, depuis ce matin, tu es dans un état d'extraordinaire agitation, mon vieux. Est-ce vrai?
Comment ça, agitation ? Aucune agitation, dit Razumikine, tout de suite crispé. Non, mon vieux, c'est vraiment trop visible. Tu étais assis tout à l'heure dans une attitude que tu ne prends jamais sur le coin de la chaise, et on aurait dit que tu avais tout le temps des crampes. Tu sautais sans la moindre raison sur tes pieds. Tu avais l'air tantôt furieux et tantôt tu avais une figure aussi sucrée qu'un bonbon à la menthe. Tu rougissais même lorsqu'on t'a invité à dîner. Tu es devenu rouge comme une pivoine. Mais pas du tout. Tu radotes. De quoi parles-tu ? Qu'as-tu à ruser comme un écolier ? Ah ça, il a de nouveau rougi. Tu es un cochon, tu sais, mon vieux. Pourquoi te troubles-tu, Roméo ? Attends un peu, je raconterai tout ça quelque part, aujourd'hui. Il se mit à rire. Maman va bien s'en amuser. Et quelqu'un d'autre aussi. Écoute, mais c'est sérieux, mais c'est... Qu'est-ce qui va arriver après ça ? Que diable ? Razumikine, perdant entièrement pied, frissonnait de terreur. Qu'est-ce que tu vas leur raconter ? Moi, mon vieux, quel cochon tu es ! Tu ressembles à une rose printanière. Et cela te va bien, si tu savais. Un Roméo de 6 pieds. Et tu t'es si bien lavé aujourd'hui, tu t'es même nettoyé les ongles, n'est-ce pas ? Cela ne t'est jamais arrivé. Et, morbleu, tu as mis de la pommade. Penche-toi un peu. Cochon ! Raskolnikov riait tant qu'il semblait ne plus pouvoir se retenir, et c'est en riant qu'ils pénétrèrent dans l'appartement de Porfiri Petrovitch. C'est ce qu'il fallait à Raskolnikov. On avait pu entendre, des pièces intérieures, qu'ils étaient entrés en riant et qu'ils continuaient encore à rire dans l'antichambre. « Pas un mot, ici, ou je t'écrase !» chuchota Razumikine, devenu enragé, en saisissant Raskolnikov par l'épaule.